Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal sur Africa 24. Voici les titres de l'actualité. C'est un gouvernement dit d'union sacrée en République démocratique du Congo. La nouvelle équipe ministérielle du président Félix Tshisekedi est attendue au Parlement d'ici le 15 juin pour son investiture. L'équipe dirigée par la première ministre Judith Suminwa devra porter les défis sociaux, économiques et sécuritaires de la RDC. Plus de lumière en perspective au Mali, le président de la transition vient de lancer les travaux d'une nouvelle centrale solaire dans la commune de Safo. La centrale, fruit d'un partenariat avec la République de Chine, est financée à 50% par l'État malien. Et les universités gabonaises et marocaines sont désormais liées par un accord de coopération bilatérale. Libreville et Rabat comptent amplifier leur mobilité étudiante alors que le Maroc reste la première destination étrangère des étudiants gabonais. Mais tout d'abord, le dépouillement des bulletins de vote est en cours en Afrique du Sud au lendemain d'un rendez-vous électoral crucial. Les élections générales de ce 29 mai doivent aboutir au vote de 400 députés qui désigneront à leur tour le président de la République. La plupart des bureaux de vote ont fermé mercredi soir à 21h heure de Pretoria. Mais dans quelques grandes villes comme Durban, une vague de vote tardif a maintenu les bureaux ouverts jusque tard dans la nuit à cause de files interminables. Alors que les premiers résultats officiels devraient tomber ce week-end, les pronostics sur place restent très ouverts. Selon plusieurs observateurs, le Congrès national africain, parti de Nelson Mandela, pourrait perdre sa majorité absolue pour la première fois depuis l'abolition de l'apartheid. La commission électorale sud-africaine annonce d'ores et déjà un taux de participation supérieur à 60%. En RDC, la nouvelle équipe gouvernementale est attendue au Parlement d'ici le 15 juin. L'investiture des ministres nommés mardi par le président Félix Tshisekedi est dans l'agenda de la session ordinaire de l'Assemblée nationale congolaise. Ce gouvernement dit de l'union sacrée marque le début du second mandat du président Félix Tshisekedi, réélu en décembre 2023. La première ministre Judith Suminwa, nommée en avril, sera soutenue par 53 ministres, dont 18 femmes. Entre reconduction, mise à l'écart et promotion, l'on note des changements à la tête du ministère de la Défense nationale. Dans un contexte de grave crise sécuritaire dans le Nord Kivu, la province reste la cible des attaques régulières de la rébellion du mouvement du 23 mars. Philomène Tine nous en dit plus. 5 mois après sa réélection en décembre 2023, le président de la République démocratique du Congo, RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a formé son premier gouvernement mercredi 29 mai 2024. La nouvelle équipe gouvernementale connaît la fusion de certains ministères et sa taille passe de 57 à 54 ministres, démontrant la ferme volonté du président congolais de réduire le train de vie de l'État. En outre, ce nouveau gouvernement se distingue également par une représentation féminine de 33% avec 17 femmes. Tout ça pour ça, a-t-on tendance à dire, après 6 mois d'attente d'un gouvernement aussi pléthorique que le précédent. Alors, s'il y a quelques innovations, il faut signaler que la plupart des classiques du gouvernement précédent sont revenus, mais en jouant à un jeu de chaises musicales, en changeant tout simplement de portefeuille. Alors, l'innovation, c'est au niveau de certains ministères, par exemple, Jacquemain Chabani, qui occupe le portefeuille de l'intérieur, ou Madame Yolande Lebe-Mandebo, une belgo-congolaise qui prend le ministère de la culture. Le nouveau gouvernement de la RDC dirigé par la première ministre Judith Suminwa comprend 6 vice-premiers ministres, 9 ministres d'État, 24 ministres, 4 ministres délégués et 10 vice-ministres. Parmi ces 53 membres, 30 sont de nouveaux ministres, 15 anciens ministres sont reconduits à leur poste et 9 sont affectés à d'autres ministères. L'efficacité de ces gouvernements dépendra de la capacité de la majorité parlementaire à produire de bonnes lois et de la qualité du contrôle parlementaire, ainsi que de la marge de manœuvre que voudra bien laisser le président de la République à Madame la Première ministre, qui, disons-le, a été bien formée en Belgique, sauf que, avec une certaine expérience professionnelle, sauf que son bilan au ministère du Budget où elle était avant est quand même assez mitigé. Ministère du Plan, pardon.
Dans une conjoncture actuelle incertaine, l'économie de la RDC fait face à de multiples défis tels que le déficit de la production électrique, une mauvaise gouvernance et corruption. Réélu le 20 décembre 2023 avec 73% des voix, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son gouvernement ont devant eux une tâche ardue mais cruciale pour l'avenir économique et industriel de la République démocratique du Congo dans les 5 années à venir. Le Mali renforce ses ressources en énergie. Le président Assimi Goïta a lancé les travaux d'une centrale solaire dans la commune de Safo le 28 mai dernier. Le projet s'étend sur 15 mois et coûtera 100 milliards de francs CFA, financé à 50% par le gouvernement malien avec le soutien de la Chine. La centrale de Safo sera dotée d'une puissance de 100 MW pour améliorer l'accès à l'électricité alors que plus de 80% de la population en sont privés. Marie-Raphaël Antelo. Au Mali, le gouvernement poursuit ses actions pour améliorer la situation énergétique du pays. Après le lancement de la centrale solaire photovoltaïque de Sanankoroba, la plus grande d'Afrique de l'Ouest, le président de la transition Assimi Goïta a ouvert le 28 mai 2024 les travaux de la centrale solaire de Safo. Fruit d'un partenariat avec la République populaire de Chine, la centrale solaire d'une puissance de 100 MW, bâtie sur une superficie de 228 hectares, sera livrée dans 15 mois pour un coût global de plus de 100 milliards de francs CFA. La nouvelle centrale de Safo, avec une capacité de 100 MW crête, va non seulement permettre la création d'emplois directs et indirects, mais surtout d'augmenter la fourniture d'électricité pour nos concitoyens. Notre objectif est d'innover le secteur énergétique, qui est un secteur incontournable dans le cadre du développement endogène. La centrale solaire de Safo, tout comme celle de Sanankoroba, constitue un véritable projet d'envergure pour le pays. Cette initiative s'inscrit dans la vision du président Goïta de transformer le système énergétique national en privilégiant les énergies renouvelables. L'objectif est de relever le défi de la crise énergétique au Mali et de retrouver une souveraineté énergétique. Selon la ministre de l'Énergie et de l'Eau, Bintou Kamara, 50% du financement de ce projet est déduit du budget national. La construction de cette centrale s'insère dans la mise en œuvre d'un vaste projet de développement énergétique. Pour matérialiser ce projet et renforcer notre production énergétique, mon département, sous votre impulsion, a lancé cet important projet qui consiste en la réalisation des infrastructures et installations suivantes. Au Mali, selon une étude, 83% de la population n'a pas accès à l'électricité, ceci malgré le potentiel énergétique du pays. Il est important de souligner que 70% de la production d'électricité au Mali provient de sources thermiques, ce qui engendre des coûts considérables et exerce une forte pression sur l'équilibre financier de la Société Énergie du Mali et de MSA. Le ministre de l'Énergie et des Mines de l'Algérie, Mohamed Arkab, a annoncé lundi 27 mai 2024 que le pays d'Afrique du Nord veut porter sa production annuelle de gaz naturel à environ 200 milliards de mètres cubes d'ici 5 ans. Rappelant que la production annuelle moyenne de gaz naturel a atteint 137 milliards de mètres cubes durant ces dernières années, le nouvel objectif de production visé permettra de couvrir la demande croissante au niveau national et d'augmenter les volumes destinés à l'exportation. D'un plan géostratégique et énergétique, l'Algérie fait partie des 5 plus grands producteurs mondiaux de gaz naturel, à côté de l'Iran, de la Russie, du Qatar et du Venezuela. Ce pays est d'ailleurs l'un des membres clés du Forum des pays exportateurs de gaz, le FPEG, qui est l'équivalent de l'OPEP chez les producteurs de gaz. Et donc, c'est un pays qui potentiellement dispose des ressources gazières pour pouvoir assumer et assurer ses ambitions de hausse de sa production. En 2022, le pays a produit 99,2 milliards de mètres cubes de gaz, dont la moitié est exportée, l'autre étant destinée au marché domestique. Le président Abdelmadjid Tebboune a exprimé son souhait de voir la production algérienne de gaz doubler pour réserver 100 milliards de mètres cubes à l'exportation. Ceci devrait réduire la dépendance algérienne vis-à-vis des marchés du sud de l'Europe. Sur le plan international, l'Algérie ambitionne d'être un véritable hub énergétique pour la zone de l'Afrique du Nord et aussi pour la zone européenne, 2 zones au milieu desquelles l'Algérie se trouve en transition. Et donc, du fait de la crise russo-ukrainienne qui est assez perdurante aujourd'hui,
Le marché mondial est assez demandeur de gaz naturel. Que peut bien fournir l'Algérie aujourd'hui? Dans son rapport du 22 mai 2024, la Banque mondiale a mentionné que la production de gaz naturel en Algérie a atteint un sommet historique en 2023. À cet effet, le ministre de l'Énergie et des Mines a assuré que des efforts sont en cours pour réaliser de nouvelles explorations afin de couvrir la demande croissante, notamment dans les industries manufacturières et les usines de pétrochimie. Vers une plus grande mobilité étudiante entre Libreville et Rabat, le Gabon et le Royaume du Maroc ont signé une convention le 27 mai à Libreville pour raffermir leur coopération universitaire. Pour les autorités gabonaises, ce rapprochement est une aubaine pour mettre à niveau l'enseignement supérieur et développer son capital humain. Soulignons que le Maroc est la première destination des étudiants gabonais depuis 2020. Explication avec Marie-Raphaël Antolo. Le 27 mai 2024 à Libreville, le Gabon et le Royaume du Maroc ont signé une convention afin de raffermir leurs relations en matière de coopération universitaire, particulièrement en matière de renforcement du capital humain à travers la mobilité des étudiants et des enseignants entre les universités du Gabon et du Maroc. Nous avons discuté plusieurs points en relation avec la mobilité des étudiants et des enseignants, des administratifs entre les deux pays. Nous avons parlé également du système LMD, comment il a évolué au Maroc, comment a été réformé. Avec un nombre dépassant les 6500 aujourd'hui, les étudiants gabonais sont les plus nombreux de tous les étudiants étrangers du Royaume du Maroc, selon le ministre marocain. Et le Royaume chérifien compte continuer cette relation sur le plan académique, mais aussi sur le plan de la recherche scientifique. Le but étant de faire de cette coopération un moyen de développer les deux sociétés. Nous avons les mêmes priorités, les mêmes soucis, et en rapport avec notre continent, l'Afrique, et on était tous d'accord qu'il fallait absolument qu'on commence à coopérer pour le bien de nos jeunes. Rappelons cependant que cette convention est signée alors que la coopération entre le Maroc et le Gabon dure depuis plus d'un demi-siècle. En 2020, le Royaume est devenu la première destination des étudiants de ce pays d'Afrique centrale. L'actualité en sport, les athlètes africains enchaînent les records dans la Ligue des Diamants. Les épreuves de cette compétition d'athlétisme sont en cours dans 16 disciplines. Après l'ouverture des meetings à Xiamen en Chine, les sportifs étaient réunis à Marrakech le 19 mai et à Eugene aux États-Unis le 25 mai. Pour l'étape américaine, l'athlète kenyane Béatrice Chebet s'offre un exploit sur le 10 000 mètres en devançant l'Éthiopienne Gudav Tsegay. Retour sur cette belle performance avec José Douglas. Les épreuves de la Ligue de Diamants de World Athletics, ce sont des meetings qui changent de pays dans l'année, organisés depuis 2010, composés de 15 rencontres et sacrent chaque année un vainqueur dans 18 disciplines de l'athlétisme. Chaque épreuve donne lieu à des points attribués en fonction des performances. 8 points pour le premier, 7 pour le deuxième, 6 pour le troisième, 5 pour le quatrième, 4 points pour le cinquième, 3 pour le sixième, 2 points pour le 7e et 1 point pour le 8e. Sur le fond et le demi-fond, les athlètes éthiopiens, kenyans et ougandais sont dominateurs et laissent peu de place aux autres continents. Le 19 mai, les athlètes ont participé au meeting de Marrakech et le 25, ils étaient à Eugene aux États-Unis où le record du 10 000 mètres a été battu par la Kenyane Béatrice Chebet, réalisant un temps de 28 minutes 54 secondes et 14 centièmes. On n'était pas venus pour un record du monde. Nous, les Kenyanes, on est là pour les qualifications pour Paris. Chebet, qui n'a que 24 ans, devance l'Éthiopienne Gudav Tsegay. Et à noter que les deux meilleures Kenyanes sur la distance, Chebet, double championne du monde de cross en 2023 et 2024, et la Kenyane Liliane Rangerouk finit 3e. Les deux meilleures Kenyanes, Chebet et Rangerouk, se sont qualifiées pour les JO de Paris qui auront lieu du 25 juillet au 11 août 2024. Ce qui m'a donné confiance, c'est que je suis bonne sur les 10 000 mètres en cross-country. Alors pourquoi je ne pourrais pas faire aussi bien en courant sur piste? Je me sentais bien. Prochain rendez-vous, le meeting de Stockholm le 2 juin, celui de Paris le 2 juillet, le 11 du même mois, direction Monaco, et le 20 juillet à Londres. Chebet a décroché un ticket pour le Stade de France au JO et prévoit de doubler le 5 000 et 10 000 mètres. À moins de 2 mois, elle annonce donc les couleurs.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition d'information sur Africa 24.